comment on peut annuler une conférence? Mais restez les mecs, restez. On va voir ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. On est là jusqu'à 20h50 à peu près. Et ensuite, on va laisser mater le petit match du PSG. De City. Les principaux Qui ne fait pas le vote le jour J. sondages. Si vous dites ça tout de suite, c'est que vous avez un peu la trouille, quoi. Il a la Ah, trouille. des superstitions, écoutez, c'est quoi vous savez, quand vous êtes candidat à une grande élection comme les européennes, vous avez toujours peur que les gens n'aillent pas voter le jour J. Parce que les sondages, c'est bien beau, mais ça ne fait pas la réalité du vote. Et je dis aux Français, ne vous dites pas que c'est gagné d'avance. Et qu'en l'occurrence, chaque Français qui restera chez lui le 9 juin prochain fera un assez beau cadeau à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que c'est vous face à Emmanuel Macron? Écoutez, ça fait maintenant depuis 2017 qu'il y a une recomposition du paysage politique autour de ces deux grands blocs que nous incarnons. Elle est propre, ma respectivement coupe, merci avec, les mecs. avec Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen et le Rassemblement national de l'autre. Et je pense que ces élections, ce sont des élections de mi-mandat. C'est-à-dire que le parti politique qui sortira en tête de ces élections européennes sera chargé de préparer l'alternance. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne cesse de dire aux Français, je ne cesserai de leur dire d'ici au 9 juin, l'Union européenne décide d'énormément de choses dans votre vie, du prix de l'électricité jusqu'à la submersion migratoire que vous subissez. Et rester chez vous, c'est évidemment renforcer l'Europe de Macron. C'est des élections européennes ou c'est des élections nationales pour vous? C'est les deux, on ne va pas se mentir. La réalité, c'est qu'une grande partie de ce que subissent les Français se décide à Bruxelles. Il y a quelques semaines encore, nous parlions d'une crise agricole majeure sans précédent. La décroissance agricole, l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes qui sont exigées par nos propres agriculteurs en France, c'est décidé à Bruxelles. Les migrants qui sont répartis dans les communes françaises, c'est décidé à Bruxelles. Donc, si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous. Vous vous en souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles? Ah bon? Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je sais même pas ce que vous faites. Vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Mais vous faites quoi quand vous arrivez à la rédaction ici? Je me mets à faites bosser, un café. Je peux vous dire qu'en plus, comme il est très très tôt, en général, quand j'arrive, chaque minute compte. Si je vous dis ça, bien. c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand Manon Aubry en a déposé 3460, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Madame... Oh, c'est fou de ma gueule. Merci Apolline. Je vous avais dit les mecs, Bardella, il a pas pris sa sauce par rapport au nombre d'amendements qu'il a déposés à l'Union Européenne dans son siège de merde. C'est un emploi fictif. Exactement, Lujo, c'est un putain d'emploi fictif. Excusez-moi, merci Apolline de Malherbe. Il faut le mettre face à ses responsabilités. Je suis désolé. Pardon. Je suis désolé. Ils ont changé quoi, les 3200 amendements de... VAR. Attends, je vais vous remettre la VAR. 60, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Madame, Le blanc. Ils ont changé quoi, les 3200 amendements de Madame Aubry, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui consistent à déplacer des virgules? C'est déplacer des virgules? Oui, les amendements de Madame Aubry consistent à déplacer des virgules. On peut faire du score. J'ai l'un des meilleurs taux de présence de l'ensemble des eurodéputés français, avec 94% d'assiduité au vote. Il ne faut pas confondre les rôles. Il y a au sein de ce Parlement européen, comme au sein de la démocratie française, des gens qui sont au pouvoir et des gens qui sont dans l'opposition. Moi, j'ai fait depuis 5 ans le travail que m'a été confié par la démocratie française et par les électeurs français. J'ai combattu le pacte vert et le Green Deal qui imposent des normes à nos chefs d'entreprise qui nuisent aujourd'hui à leur compétitivité. J'ai combattu encore la semaine dernière à Bruxelles le pacte pour les migrations qui prévoit la répartition obligatoire de migrants dans les communes françaises sous la contrainte de punitions financières pour les communes et pour les États qui refuseraient d'accueillir des migrants. Donc j'ai fait précisément mon rôle et peut-être vous que si... Vous avez fait le job. Et pardon d'être peut-être un peu Zana, creux, pour le sub. Si je suis donné en tête de ces élections européennes, peut-être que les Français trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie politique. Et moi, je dis aux Français, ceux qui ont des comptes à rendre, ce sont ceux qui ont au pouvoir. Mais croyez-moi, je me bats tous les jours pour que le mouvement que je préside et que les idées que je représente accèdent au pouvoir et qu'un jour, nous ayons des comptes à rendre devant le peuple français. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche, qu'ils fassent partie de cette France du travail comme d'une France qui subit les difficultés au quotidien, fait le constat du délitement généralisé du pays. Et pour beaucoup, nous apparaissons aujourd'hui, non pas seulement comme un recours, mais comme une véritable espérance. On va revenir un espoir. Les mecs, les gars, on a jusqu'à 2027 pour espérer une trahison de Bardella dans son clan.
Genre Bardella qui nous fait une liste à part à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle participe quand même à l'élection présidentielle de 2027 et Bardella fait chambre à part, on va dire ça comme ça. Et là, du coup, il va diviser les votes par 2. Chacun va avoir la team Bardella, l'autre la team Marine Le Pen. J'aurais tellement aimé voir une trahison entre les deux là. Ah, c'est mon rêve, hein. C'est le seul plan, exactement, Jay-Z. C'est le seul plan pour espérer un retour de la gauche avec peut-être celui qui va mieux rassembler les Français parce qu'ils vont être divisés entre Bardella et Marine Le Pen. On verra. Mais j'aurais bien aimé voir un petit feuilleton comme ça, un petit drama autour de Marine Le Pen et Jordan. Sur elle n'arrivera jamais à ce stade. De sécurité, de diplomatie, d'économie. Je voudrais vous interroger sur ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles, une conférence qui devait se tenir avec Éric Zemmour, avec Nigel Farage et avec Viktor Orban qui n'a pas pu avoir lieu. Elle a été interrompue par la police, officiellement pour des questions de sécurité. C'est le maire, le bourgmestre comme on dit là-bas, de la commune bruxelloise de Saint-Josse qui a envoyé la police, qui a pris un arrêté d'interdiction. Il a dit que c'était à la fois pour garantir la sécurité publique et puis il a ajouté l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Est-ce que vous comprenez que parfois, pour des raisons de sécurité, ce genre de rassemblement soit annulé ? Zemmour interdit, Mélenchon interdit demain. Putain, les deux extrêmes sont interdits, les mecs. Pour des raisons de sécurité. Je veux dire, parmi les personnes qui ont été empêchées de s'exprimer, il y avait un chef d'État en exercice, et notamment le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui est Premier ministre de Hongrie, qui est par définition l'un des chefs d'État de l'Union européenne. Donc il y a aujourd'hui, en France comme dans beaucoup de pays d'Europe, une gauche sectaire, totalitaire, antidémocratique. Totalitaire. Quand on empêche des responsables politiques démocratiquement élus, en l'occurrence un chef d'État, de s'exprimer, je trouve ça parfaitement inadmissible. Donc moi, j'apporte évidemment mon total soutien à M. Orban comme à l'ensemble des intervenants. Éric Zemmour a été empêché de s'exprimer. Je ne suis pas dans le même mouvement politique qu'Éric Zemmour, ça ne vous aura pas échappé. Il est candidat contre moi dans ces élections européennes, mais il doit pouvoir s'exprimer et il a le droit de pouvoir tenir meeting. Je vais vous dire, le sectarisme et la violence, nous, on ne fait que la subir. Et je pense aujourd'hui que ces comportements sectaires et groupusculaires d'une partie de la gauche nuisent au bon fonctionnement du débat démocratique. Et ces élections européennes, c'est aussi un combat pour la liberté d'expression et pour la démocratie. Il a pas tort, Fic de Barbarie. Hein. Ça interdit les meetings de Mélenchon. Est-ce que c'est pas totalitaire? C'est une bonne question. Oh là là, c'est qui ce viewer? Salut les foufous, Dodo t'es le meilleur, on n'est rien sans toi, Dodo président. Votez Dofla président de Twitch. Oh là là. Les gars, s'il vous plaît, ce soir je suis pas d'humeur. Les gars, on a 1h30 à passer ensemble. Arrêtez d'être malaisant, s'il vous plaît. Je vous demande d'arrêter le malaise. S'il vous plaît, c'est gênant. C'est gênant, wesh. Il ralentit le stream d'Ofla, mais lui, une semaine. Non, tranquille, mais vas-y, s'il vous plaît, wesh. Le mec, il a 45 ans, s'il te plaît. D'ailleurs que le chef du gouvernement belge, Alexander De Croo, a jugé inacceptable la décision du maire de cette partie de Bruxelles. Il a eu raison. Le Premier ministre britannique également a qualifié la décision d'extrêmement inquiétante pour la liberté d'expression. Donc c'est effectivement pas une question de bord politique, mais une question de liberté d'expression. Alors vous avez dit d'ailleurs que vous étiez adversaire. Si on revient quand même sur les propos de Marion Maréchal, qui est donc la personne qui représente le mouvement d'Éric Zemmour dans ces européennes, elle vous a lancé un appel hier. Je pense que tu entends, elle vous tutoie dans cette vidéo, je pense que tu entends, Jordan, sans cesse sur le terrain, sur les réseaux sociaux, nos électeurs respectifs nous appeler à ne pas nous taper dessus et à concentrer notre opposition et notre énergie contre nos adversaires communs, qui sont en particulier la gauche et les macronistes. Elle appelle à une forme d'union. Qu'est-ce que vous répondez? Non mais, moi, je pense que l'union fait la France, qu'en plus de faire la force. Et je travaille précisément dans ces élections européennes au rassemblement de tous ceux qui veulent que la France reste encore la France. Marion Maréchal a fait le choix de quitter le Rassemblement national, d'aller chez Éric Zemmour, et aujourd'hui de dire chez Éric Zemmour, en fait, il faut l'alliance avec le Rassemblement national. Donc moi, je veux bien, mais je pense que le temps de la dispersion des voix, le temps des aventures personnelles, ce temps est derrière nous. Parce que nous menons précisément une course contre le temps. L'identité française est aujourd'hui attaquée, menacée, contestée constamment. Et mais il reprend vraiment... quand c'était la présidentielle, Marine Le Pen, elle parlait pas trop d'immigration, de civilisation et trucs comme ça. Maintenant que la présidentielle est passée, ils reprennent les idées d'Éric Zemmour
Et c'est bon, ça va dans tous les sens, là. L'immigration, submersion migratoire, ça reprend toutes les terminologies d'Éric Zemmour. C'est fou, ça, quand même. Je pense que quand on est un électeur patriote aujourd'hui, on ne peut plus aller voter et disperser ses voix sur des listes qui font 5 ou 6%. Et précisément, nous avons besoin, nous, au Rassemblement national, avec tous les amoureux de la France qui nous rejoignent, de constituer la dynamique la plus forte possible. Je ne lui demande pas de rejoindre, parce qu'elle a quitté le Rassemblement national. Bon, et il se trouve qu'elle a sur sa liste beaucoup de gens qui ont quitté le Rassemblement national, dont certains, d'ailleurs, ont été élus grâce au Rassemblement national, sont partis sans démissionner de leur mandat. Je dis une chose très simple. Marion Maréchal, Éric Zemmour ou François-Xavier Bellamy ne sont pas des adversaires, ce sont des concurrents qui se présentent à côté de moi dans le cadre de ces élections européennes. Merci Daniwa pour les 20 mois de sub. Le 9 juin prochain, la sanction infligée à Emmanuel Macron doit être la plus lourde possible. La plus lourde possible. Avec quelqu'un comme Marion Maréchal aujourd'hui. Je veux dire, au-delà des histoires de partis, de partis, pas partis. C'est elle qui est partie, donc il faut lui poser la question. Je pense que beaucoup d'électeurs d'Éric Zemmour, de l'élection présidentielle, ont vocation à travailler à nos côtés. En tout cas, moi, je leur tends la main. Je leur dis, vous êtes des amoureux de la France. La France... Franchement, les gars, là où ils peuvent terminer le jeu, l'extrême droite, c'est la fameuse union des droites qui a été réclamée par Zemmour pendant la campagne en 2022. Le jour où il y aura l'union des droites, c'est terminé, les mecs, on aura tout perdu. Hein. Là, c'est game over. Hein. La NUPES, terminé. Le PS, terminé. C'est fini. Genre, l'union des droites, c'est le groupe de Zemmour, le groupe de Marine Le Pen et le groupe de Éric Ciotti. Le jour où il y aura l'union des droites, c'est terminé pour nous. Terminé. Salut Timoga. Ils ont trop de différences, je pense, mais oui, c'est fini si ça arrive. Alors, trop de différences? Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a trop de différences. Je n'irai pas jusque-là, quand même, parce que le Rassemblement national sur l'immigration et le parti d'Éric Zemmour se ressemblent beaucoup, quand même. Ils se ressemblent beaucoup. Leur confrontation contre l'Union européenne sur certains points, justement, sur l'immigration, ça se ressemble beaucoup, les mecs. Vraiment, c'est... Il y a quelque chose qui peuvent changer, mais il faut aller creuser dans leur programme. Mais sinon, c'est deux partis qui se ressemblent beaucoup. C'est aujourd'hui en danger. Venez avec LR, pareil aussi. Hein, il y a toujours des différences de forme. Il peut toujours y avoir des différences sur le fond. Mais c'est pas le sujet. J'en faudrait leur demander. Ils sont candidats aujourd'hui à la tête d'une liste qui est donnée entre 5 et 6%. Je suis à la tête d'un mouvement qui est plus qu'un mouvement politique, qui est donné à 32%. Par conséquent, je le dis, la sanction infligée à Emmanuel Macron le 9 juin doit être la plus lourde possible, et j'aurais préféré qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal, plutôt que de dépenser leur énergie à vouloir faire 5 ou 6% dans une élection européenne, plutôt qu'ils aident les patriotes les mieux placés à l'emporter non seulement en 2024, mais aussi en 2027. Et les voix qui se porteront sur la liste d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal seront des voix perdues. Et je peux vous dire... Ce qui m'énerve, les gars, c'est que c'est le même discours que j'avais quand j'avais demandé en 2022, quand j'étais en stream, à Fabien Roussel d'abandonner. Fabien Roussel, abandonne. T'es en train de disperser les voix de Jean-Luc Mélenchon. Quand tu vois au premier tour le nombre de voix qui séparent Mélenchon de Marine Le Pen, tu te dis... Mais si Fabien Roussel n'avait pas divisé le camp de la gauche, on aurait peut-être pu avoir Jean-Luc Mélenchon finaliste. Je répète les mêmes choses que Bardella, ça me fait chier de le dire. Ça me fait chier. Donc là, il parle de l'effet spoiler. C'est quoi l'effet spoiler? L'effet spoiler. Ça n'existe pas. J'ai tapé sur Wikipédia, ça n'existe pas l'effet spoiler. Ça n'existe pas. Mais ça me casse les couilles, vraiment, ça me saoule. Ça me saoule parce que même l'extrême droite, eux, ils veulent une union de la droite qui est logique pour infliger la plus lourde sanction possible à Macron, comme il le répète si bien Bardella. Mais c'est la même chose du côté de la gauche. Hein. Le PS, ils ont fait une liste avec Glucksmann qui... Vas-y, Glucksmann, frérot. Il a fait une phrase ce matin, enfin il a dit une phrase ce matin sur TikTok où il avait dit « Ouais, j'ai envie de déclencher une commission européenne sur TikTok, le fait qu'ils nous volent des données, qu'ils nous espionnent, etc. » Mais tu penses que les Américains, ils font pas la même chose, Glucksmann? Tu penses que les Américains, c'est pas la même chose avec ces réseaux sociaux? Twitter, Facebook, c'est la même chose aussi. Pourquoi que TikTok, cousin? Glucksmann, il est nul. Il est nul. Il est nul. On a dispersé nos voix. Le PS aurait dû fusionner avec la liste NUPES. D'ailleurs, Martine Aubry, je crois, c'est ça. Putain. Pas possible, ça. Dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui attend avec impatience cette dispersion des voix et qui joue dessus.
c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous en faites vraiment un match, hein, et des élections de mi-mandat. Ça veut dire que vous l'avez d'ailleurs dit, hein, vous dites si nous arrivons très largement en tête, nous espérons qu'Emmanuel Macron acceptera de dissoudre l'Assemblée. Pour vous, ça vaudrait élection quasi nationale. Si je suis en tête des élections européennes le 9 juin prochain, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Wesh. Parce que les élections européennes, c'est l'unique occasion, c'est la seule élection nationale de mi-mandat. Il y a des élections locales, des élections municipales dans 2 ans. Mais c'est la seule élection nationale du quinquennat qui doit donc permettre aux Français de s'exprimer sur la politique du gouvernement. Ouais, il y a eu un long pavé, sa mère. On appelle l'effet spoiler effect un candidat qui n'a aucune chance de gagner, mais dont la présence va décider du résultat d'une élection. Robert Kennedy Jr., qui se présente en indépendant, ne sera pas, selon toute vraisemblance, le prochain président des États-Unis. Bon, la dernière partie, j'ai pas compris, mais je vois ce que tu veux dire sur l'effet spoiler. Ok, merci. C'est donc ça l'effet spoiler. Donc là, est-ce que tu savais que Zemmour voulait quitter l'Union Européenne? Non, je ne le savais pas. Et alors du coup, ça change quoi? Je comprends pas, monsieur Thierry. Et ensuite et après, et du coup de faire entendre leur colère à Emmanuel Macron et par conséquent de désigner le mouvement politique qui sera chargé de préparer l'alternance. Quand on a 10 à 15 points d'écart, quand on est au pouvoir par rapport, ça ne s'est jamais vu, hein, au parti, premier parti d'opposition, il y a un problème non pas de légitimité, mais il y a un problème de crédibilité pour la majorité présidentielle. Par conséquent, je pense, et c'est parfaitement sain, c'est prévu par nos institutions, que le président de la République n'aura pas d'autre solution que d'en revenir aux urnes. Je voudrais qu'on parle sécurité, je voudrais qu'on parle économie. Sécurité d'abord, l'ordre. C'est la promesse de Gabriel Attal. Il sera demain en déplacement sur le terrain, vraisemblablement à Viry-Châtillon, pour faire des annonces. Il a promis des mesures, je cite, extrêmement fortes en vue d'un sursaut de la société et d'un rétablissement de l'ordre partout, dans la rue, dans les classes, dans les familles. À 54 jours des élections européennes, tout le monde parle comme nous. C'est génial. Il faudrait qu'il y ait des élections en fait plus souvent. Parce que Gabriel Attal, depuis 2017, ils ont fait l'exact contraire des postures de fermeté qu'il adopte à 3 mois ou 2 mois d'une élection européenne où le Rassemblement national ce genre de mots, il les a tenus dès son discours de politique générale. Pas du tout. Moi, je me souviens pas du tout. Non, oui, il y a un mois. Bon, moi, je me souviens d'un Gabriel Attal quand il était ministre des Comptes publics qui expliquait que jamais il ne laisserait faire le lien entre l'immigration, évidemment l'insécurité, et notamment le terrorisme. Il expliquait qu'il n'y avait pas de lien sur France Info, vos confrères de France Info, entre l'immigration et le terrorisme. Moi, je regarde les faits. Je regarde le bilan du gouvernement. L'année 2023 a été une année de tous les records en matière à la fois d'insécurité et d'immigration. En 2023, tous les indicateurs de délinquance et de criminalité sont en hausse. Et je le dis, et les Français le sentent bien tous les jours. Pour vous, il y a un signe... Enfin, c'est vraiment une conséquence immédiate de la question de l'immigration. Vous liez les deux de manière... évidemment. Je veux dire, il faudrait être dans le déni pour ne pas faire le lien aujourd'hui entre l'incapacité à maîtriser les flux migratoires et la montée de la violence sur notre territoire. On parlait tout à l'heure du Premier ministre hongrois. Vous baladez la rue dans Budapest quand vous êtes une femme le soir que vous sortez de soirée. Il n'y a pas d'immigration à Budapest, il n'y a pas d'insécurité. Et il y a parfois, en une seule nuit, pas une seule agression ou fait de délinquance ou de criminalité qui est signalée au poste de police. Je vous donne un pouvoir très autoritaire. Je vous donne un exemple très simple sur l'immigration. 40% des vols de voitures sont le fait d'étrangers. 38% des cambriolages, 31% des vols violents sont le fait d'étrangers. Je ne dis pas de Français issus de l'immigration. Ce sont les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur. Okay. Wow. 40% des infractions perpétrées dans les transports en commun sont le fait d'étrangers en provenance d'Afrique. Donc... Aïe 40%. Non. Aïe. Mais attends, mais les statistiques... Alors, c'est pas des statistiques ethniques. C'est pas interdit par hasard en France. Il a dit 40% sont étrangers, mais issus de l'Afrique. Bon, vous dites que 40% c'est minoritaire, mais le souci c'est que, est-ce que dans les 60%, ou est-ce que dans les 50 autres pourcents et 10% de français, est-ce que dans les 50 autres pourcents c'est des étrangers, mais en provenance d'autres pays, mais pas du continent africain? Ça reste quand même des étrangers. Donc c'est pas les 60% qui sont des Français, les mecs, hein. Ça se trouve, c'est autre chose. On sait pas, parce que là, elle a dit étrangers en provenance d'Afrique.
C'est pas vrai, source, t'inquiète, frérot. Bah là, littéralement, il a cité une source du ministère de l'Intérieur. Il a eu où les stats? Bah, du ministère de l'Intérieur. On peut vérifier la source. Je peux la trouver. Attendez. Ceux qui ne veulent plus faire le lien entre l'immigration et l'insécurité, je ne peux plus rien pour eux. Je dis une chose. D'abord, il faut sortir de cette mécanique du déni qui vise systématiquement à expliquer qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence depuis 15 ans dans notre société, que c'est toujours la faute de RICS qui ont mal tourné ou des difficultés sociales. Ah ben, c'est l'INSEE. C'est source INSEE. La source de l'INSEE date de 2021, mais disait déjà que c'était nationalité des étrangers mis en cause pour un crime ou un délit, donc 2019. 20% viennent d'Afrique hors Maghreb, 37% viennent du Maghreb, 16% viennent de l'Union européenne. Ok. Et 13% sont de l'Asie et de l'Océanie. Donc là, c'est les sources de l'INSEE, mais il faut que je trouve les sources du ministère. Attendez, hein. Je pense que face à l'insécurité, il faut d'abord un état d'esprit. La fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. C'est le projet de loi. Le projet de loi. Je voudrais justement vous interroger. Allez-y, dites-nous ce que vous proposez. Je voudrais vous interroger aussi sur ce que propose précisément le ministère de la Justice. Dissuader, sanctionner, responsabiliser. Comment on dissuade ? Dissuader par des peines beaucoup plus dures et par des peines beaucoup plus fermes. Je pense que l'atteinte à l'intégrité physique, vous avez vu... Putain, je trouve pas la source. Et puis ça compte les gens qui prennent de la drogue, les gens qui volent des petits trucs au même compte que les violeurs. Il y a beaucoup plus de Français bien blancs dans les stades d'ailleurs. Donc là, tous les crimes ne se valent pas. Mais je suis d'accord avec vous, Emodem. Hein. Moi, y a pas de problème, les mecs. Hein. Si vous me donnez des sources contradictoires, moi, j'ai aucun problème, les gars. Je suis évidemment ouvert au débat. Moi, je me méfie toujours des personnes d'extrême droite qui nous partagent des données comme ça, des chiffres sortis par je ne sais pas où. Je me méfie quand même. Mais là où je le rejoins un petit peu, le problème c'est que la source, elle a été partagée sur Twitter pas plus tard qu'hier ou la semaine dernière. Je l'ai vue de mes propres yeux et c'était une source du ministère de l'Intérieur. Mais il faut que je retrouve la source. Là, je suis dans mon historique. Mais le problème c'est que je supprime mon historique en fait. Moi, je suis le genre de gars qui... Moi, je supprime mon historique, les gars. Moi, danger, les mecs, hein. Danger, hein. Tous les jours, c'est fait Danger dramatique où les Français sont livrés à des prédateurs. J'ai des choses à cacher, des vieilles hein. dames sur leur lit d'hôpital. J'ai des choses à cacher, hein. Violés, agressés par des clandestins sous tous les jours, OQTF. je veux dire... Wesh, il a dit des vieilles dames sur un lit d'hôpital qui se font violer, agresser. Wesh, c'est quand même, c'est pas tous les jours qu'il y a ça, monsieur Bardella, quand même. Hein. Ah, ça, c'est lundi. Bien de trop ça, c'est lundi. Le mardi, ce sont des scènes de razzia à la foire du trône, où des types qui se comportent en prédateurs arrivent dans la foire du trône, agressent, volent, pillent, lynchent des citoyens au sol. Quand ça n'est pas des viols, quand ça n'est pas des agressions, ce sont des émeutes en juillet dernier qui ont coûté près d'1 million d'euros aux contribuables et qui restent précisément... 1 million, oula. Pardon, 1 milliard, et qui restent précisément impunis par les services de l'État. Donc je pense que l'atteinte à l'intégrité physique... Là, je peux pas vous... C'est-à-dire sur le constat, je crois que tristement tout le monde est d'accord, sur les chiffres que vous venez de donner, notamment de la délinquance et des homicides. Mais enfin, il y a quand même une réalité, c'est que précisément sur les émeutes, la justice s'est mise en ordre de marche. C'est-à-dire sur le moment, il y a eu un certain nombre de comparutions immédiates, il y a eu des peines qui ont été prononcées. Et depuis, le ministère de la Justice a donc commencé à révéler cette semaine le projet de loi, le contenu du projet de loi, je cite, relatif à la responsabilité parentale et à la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs. Et l'idée, c'est de renforcer les sanctions, à la fois sur les jeunes, mais aussi sur les parents. Il y a quand même... Ça, vous l'avez vu, vous l'avez regardé, vous ne pouvez pas dire que c'est impuni. Oui, vous avez vu ce qu'il y a dans le contenu de loi. Oui. On nous propose donc des stages de responsabilité pour les parents et des stages amendes, de responsabilité. aux parents de verser des amendes aux associations d'aide à l'enfance. Jusqu'à 45 000 euros d'amende. D'accord, payez donc avec l'argent des allocations familiales. 45 000. C'est donc la double peine pour les Français. Moi, je propose une mesure simple, ferme, efficace. La suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, voire aux parents de mineurs récidivistes. Parce qu'il n'y a aucune raison que des familles françaises qui font preuve de carences éducatives manifestes, qui sont totalement déresponsabilisées, puissent bénéficier des fruits de la solidarité nationale. Par conséquent, le Rassemblement national au pouvoir suspendra les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Deuxièmement, je pense que l'atteinte à l'intégrité physique, l'atteinte aux personnes, à la personne physique doit retrouver un caractère sacré dans le droit français. Et je pense qu'il ne doit plus y avoir de possibilité d'aménager des peines pour des atteintes à l'intégrité physique. Vous vous en prenez à l'intégrité physique d'un citoyen ou d'une citoyenne française, vous dormez
transformer en prison. Il faut que cette mesure et cette échelle des peines soient dissuasives. Or, aujourd'hui, la récidive vient... Moi, le problème, les gars, c'est que toutes les solutions qui vont vers la punition et qui sont à l'encontre de ce qu'on a actuellement avec Dupond-Moretti, malheureusement, je vais être obligé d'acquiescer. Bon, pas pour l'allocation familiale. Moi, je le répète encore une fois, c'est à l'État d'accompagner les parents de délinquants. Le parent, il perd le contrôle sur son enfant, il travaille dur pour nourrir son enfant qui est délinquant. On va pas lui retirer les allocations familiales. Ça, je suis contre. Je suis contre. Mais le délire de punir toutes les personnes qui atteignent à l'intégrité physique à l'intégrité physique d'un citoyen, moi je suis pas contre la punition. Le problème c'est que quand tu vois actuellement l'état de la justice de monsieur Dupond-Moretti et de son prédécesseur sur le quinquennat précédent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai l'impression que toutes les idées sont bonnes à prendre tant que c'est pas les idées de Dupond-Moretti. Vous voyez ce que je veux dire ou pas les mecs? Tant que c'est pas les idées de Dupond-Moretti, je suis d'accord. Sauf pour l'allocation, je le répète encore. Ah frère, c'est pas possible. Impossible. Vient du fait, d'une part, que les peines ne sont pas suffisamment... Attends, vous avez dit quoi? Donc pour une famille modeste de 3 enfants, si l'un des 3 fait une bêtise, plus d'allocation, donc plus de pauvreté et un risque que les 2 autres enfants tombent aussi dans la délinquance. Mais exactement, c'est pour ça que l'idée n'est pas bonne. L'idée n'est pas bonne. Je pense qu'il faut trouver une autre solution pour accompagner les parents de délinquants. Au lieu d'aller directement dans le délire de couper directement l'allocation familiale, qui aura peut-être un incident déplorable, genre le parent il va peut-être encore plus péter un câble. Ouais, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mes allocations, on va être encore plus dans la misère, le parent il sera peut-être violent, le fils il sera peut-être encore plus violent parce qu'il pourra pas s'acheter des vêtements, de la nourriture, du matériel scolaire, etc. Ça va encore plus créer un cycle de la haine et de la violence. Je suis d'accord, mais oui. Ça peut avoir des conséquences désastreuses de faire ça, les mecs, hein. Ça peut avoir des putains de conséquences à la con, hein. Ah, on sait pas, les mecs, hein. Franchement, vous retirez l'argent à des personnes qui sont déjà en précarité, mais les mecs, c'est Walking Dead. C'est un putain de Walking Dead. Ah oui. Ah oui, en plus, si t'es pauvre, tu risques de voler pour te nourrir. Mais oui. Bah oui. De fait, les bien sont aujourd'hui. Arrête. Je suis timide. Arrêtez. Réel trop de monoparentalité. En plus, responsabiliser un monoparent, je vais l'appeler comme ça, essayer de responsabiliser le monoparent qui a perdu l'éducation de son enfant. Mais wesh, les gars, tu vas pas lui faire ça. Enfin, il va pas devenir responsable parce que tu lui as retiré les allocations. Il va devoir peut-être se trouver un deuxième travail pour combler justement ce manque à gagner. Donc il va encore plus perdre l'éducation de son enfant. Mais non, là l'idée de Bardella, elle est nulle à chier, frère. Elle est nulle à chier, vraiment. Dissuasive. Et deuxièmement, qu'on multiplie systématiquement les alternatives à l'incarcération. Plusieurs questions là-dessus. Ce que vous dites sur les allocations, vous dites d'abord de parents délinquants ou de parents récidivistes? Vous avez dit les deux. Évidemment, non, si est-ce que c'est dès le premier acte de délinquance? Si vous voulez une sucette dans un restaurant, c'est dans un donc vous allez mettre quand même un seuil. C'est pas pareil que si vous commettez un braquage ou que si vous participez au trafic de drogue. Comment vous allez distinguer, Jordan Bardella, les parents démissionnaires, comme vous dites, et les parents débordés? Vous l'avez évidemment vu, il y a un certain nombre de ces jeunes qui évoluaient dans des familles monoparentales. La plupart du temps, c'est quand même les mères. Les pères ont disparu dans la nature, ne payent rien, ne payent plus de pension. Ils sont allés chercher le lait. Ils sont partis chercher le lait, ces bâtards. Elles se retrouvent toutes seules à devoir parfois faire tourner le foyer, à partir très tôt le matin pour aller bosser. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en leur enlevant les allocs, ça va être pire? Je vais vous dire. Intéressant. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM, à Saint-Denis. Et j'ai grandi avec beaucoup de familles issues de l'immigration comme la mienne, qui ne finissent pas délinquants. Et j'ai grandi aussi seul avec ma mère dans ce HLM. Et précisément, je suis convaincu, et j'ai toujours eu cette conviction, que ça n'est pas parce qu'on vient d'un quartier difficile, dans un contexte parfois monoparental, c'est vrai, qu'on finit délinquant, criminel, qu'on agresse, qu'on vole et qu'on se livre à des razzias à la Foire du Trône ou qu'on agresse des... J'ai le même story time que ce mec-là. Ça m'inquiète, les gars, ça m'inquiète beaucoup. Issu d'une cité HLM, monoparentale avec mon frère, j'ai un parcours exemplaire, les mecs. Vous m'avez déjà vu en prison? Hein? Vous m'avez vu en prison, bande de bâtards? Moi, j'ai pas été en prison, les gars. Moi, je suis un prouveur. Mon gars.
des grands-mères de 75 ans pour leur voler 20 € après qu'elles aient été les retirer au district. Non, c'était pas à Saint-Denis, les mecs, c'était à Sarcelles. Moi, j'ai déménagé à Saint-Denis, mais je suis de Sarcelles. Donc, cette excuse des difficultés sociales, de la pauvreté pour justifier la délinquance, j'ai pas de crème sur mes coudes. C'est pas tant pis. Je veux dire, on est responsable de ces enfants. Et quand des mineurs sont connus pour 5, 10, 15, 20, parfois 30 faits de délinquance, alors je pense qu'il faut taper au portefeuille. Et l'ensemble de ce bouclier judiciaire que nous souhaitons renforcer a vocation aussi à être dissuasif sur les mineurs. Je crois également. Et t'as pas soumis d'amendement. Et je crois également. Aucune. C'est en fait un mineur qui a 14, 15, 16 ans, il sera jugé comme s'il avait 18. Je souhaite généraliser le principe des centres éducatifs fermés, qui n'existent aujourd'hui qu'en nombre dérisoire. Il y a une 50aine de centres éducatifs fermés avec une dizaine de mineurs à l'intérieur. Je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, un peu sur le modèle des pays d'Europe du Nord, des très courtes et immédiates. Vous commettez, Hollande, par exemple, exactement, ce sont des peines de prison parfois de quelques jours simplement. Je suis c'est l'inverse de la doctrine, j'explique bien pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent. En France, on est parti du principe qu'une peine de prison de moins d'1 an n'était en réalité pas appliquée. Donc en fait, si vous prenez moins d'1 an de prison, vous n'y allez pas. En Hollande, ils ont décidé exactement l'inverse, c'est-à-dire que dès les petites infractions, c'est 2-3 jours de prison, mais on y va tout de suite. C'est exactement ça. C'est exactement ce que nous souhaitons mettre en œuvre. En France, ça marche en Hollande et ils ont des taux de récidive qui sont bien meilleurs que les taux français. Qui sont bien moindres. Enfin, je veux dire, vous voulez dire, ils sont meilleurs sur la récidive. Voilà. Le taux de récidive est moindre, évidemment, que. Oula, il a miscliqué sa bouche là. Hein. Oula là 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 là. Que les résultats français. Donc, dissuader avec des peines qui soient beaucoup plus dures, sans la possibilité d'aménagement de peine pour les atteintes à l'intégrité physique, premièrement. Deuxièmement, on sanctionne par le rétablissement des peines planchers et la généralisation des centres éducatifs fermés. Et enfin, on responsabilise par la suppression des allocations familiales. Je vous repose la question parce que j'ai pas... Se faire agresser, se faire traîner dans la rue, même si physiquement, vous êtes remis 2-3 jours après, c'est une blessure et un traumatisme psychologique qui reste à vie. Or, aujourd'hui, beaucoup de victimes ont le sentiment que la justice est trop souvent du côté des délinquants et des criminels et pas assez du côté de ceux qui subissent l'insécurité. Je vous en prie. Mais moi, je sais pas comment il va faire ça, parce que François Hollande, à l'époque, il nous a vanté les mérites de la justice indépendante, les juges, ils sont pas dans une partialité avec l'État français, le gouvernement, blablabla. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vraiment... Si ils sont au pouvoir en 2027, comment ils vont faire en sorte que le juge applique vraiment les peines? Comment le juge pourrait vraiment punir vraiment le délinquant, genre? Comment il pourrait faire ça vu que la justice, elle est indépendante d'après le gouvernement, il se mêle pas de ça, nanani, nanana. Comment ils vont faire, là? Il se fera censurer par le Conseil d'État. Bah oui, parce que faut pas oublier une chose, ok, le président, il a beaucoup de pouvoir en France, mais faut pas oublier que le pouvoir, il est partagé. Le pouvoir, il est partagé. On est dans un régime semi-présidentiel. C'est ça aussi la question. Comment il peut durcir tout ça? C'est quoi les vraies solutions? Faites sauter l'excuse de minorité. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre la manière de juger... Non, mais il y a tout... non, mais attendez. La peine, elle est individualisée. Donc il y a toujours une différence. Encore une fois, vous avez 14 ans, vous volez une sucette au supermarché, c'est pas pareil que si vous en avez 16 et que vous en êtes à votre 3e interpellation pour une agression ou pour un harcèlement à l'école. Donc il y a toujours une individualisation de la peine. Mais sur les grands principes que nous souhaitons instaurer dans le droit français, je vous l'ai dit, la fin évidemment des remises automatiques de peine, la fin des aménagements de peine pour les atteintes à l'intégrité physique. Pareil, vous touchez à un policier, vous dormez en prison. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution que les mesures privatives de liberté pour des atteintes aujourd'hui aux personnes qui sont en nombre considérable dans notre société, qui traduisent l'ensauvagement de la France. Et je vous rappelle également qu'il y a 1000 agressions par jour dans notre pays. Vous disiez que vous étiez grandi dans un... Il a dit 1000 agressions par jour. Waouh, c'est beaucoup quand même. HLM, est-ce que vous estimez qu'il faut revoir tous les 2-3 ans les critères et éventuellement faire sortir ceux qui ne toucheraient plus, qui ne conviendraient plus aux critères? Je pense que quand vous avez un casier judiciaire long comme le bras, vous ne devriez pas pouvoir bénéficier. Donc pour vous, c'est même pas une question économique. D'un HLM. C'est une question de principe, madame. Le HLM, c'est quoi? Le HLM. Casier judiciaire, pas de HLM? Non, le HLM, c'est une aide sociale. C'est une aide sociale qui est destinée à des familles françaises. S'il y a un casier judiciaire, il n'y a plus de HLM. Non, 2 choses. En vrai, je suis désolé, mais les gars, moi, le problème, c'est que c'est tellement la crise en France qu'il y a des solutions qui peuvent être acceptées. Ma mère, qui a pris du temps à avoir son HLM, elle était sur une liste d'attente
Et la liste d'attente, c'est au moins 6 mois, les mecs. 6 mois à 1 an quand tu es fonctionnaire de l'État. Si t'as un mec qui est dans un HLM, qui a un casier judiciaire, alors que derrière, t'as des familles qui aimeraient bien être hébergées et qui sont clean de A à Z, bah j'aurais préféré qu'ils soient logés avant ces mecs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi, t'es gentil. Ah, moi, j'ai pris la plus petite fourchette, les mecs. J'ai pris la plus petite fourchette. J'ai un pote à moi qui a mis 2 ans à avoir son HLM. Mais là, ma mère, elle a mis 6 mois à peu près. Donc, c'est dur, hein. Moi, ma mère, Alzheimer, GR1, 4 ans pour avoir un logement. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est trop facile de dire qu'on va prioriser une famille casier judiciaire vierge par rapport à une autre famille qui a un casier judiciaire qui est rempli. Rempli de quoi? Ça dépend. Si c'est une petite délinquance, ça va, on va pas lui retirer son logement. Mais comme il y a une crise du logement, les gens ils vont commencer à faire une sélection. Une sélection de qui a le droit à un HLM, etc. etc. Si l'État français mettait le paquet, il n'y avait pas besoin de dire « Ah, lui, il a un casier, donc non, il n'aura pas de logement. » Ah, on dirait l'apartheid, exactement. Moi, je suis contre cette idée-là. Je dis oui en premier lieu, mais je dis non parce que le système français, il est mauvais pour la construction des logements en ce moment. Par exemple, je vous apprends quelque chose, ou peut-être pas, les mecs. Il y a des communes françaises qui refusent de construire des HLM. Ils le refusent. Ils refusent de construire des HLM. Ils refusent, quitte à payer l'amende. Le Valois-Perret, par exemple. Monsieur Balkany. Eh oui, monsieur Balkany. Il paye une amende pour ne pas construire des HLM. Vous voyez comment on en est? On en est où? Neuilly, c'est pareil. Neuilly, toutes les villes de bourgeois, etc. Eh oui. Donc moi, sur le principe, allez, sur le papier, c'est tout mignon, tout beau. Allez, pourquoi pas pour le casier judiciaire? Mais je suis totalement contre. Hein. Je suis totalement contre. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Je suis vraiment contre. Parce que je suis pour instaurer et obliger les maires à construire des HLM pour éviter justement cette crise du logement qui est aussi multipolaire. Il y a plein de causes à cette crise du logement, quoi. Ils sont obligés avec la loi SRU. Mais il y a plein de personnes qui ne le font pas. Miraouel, je suis désolé, il y a des maires qui ne remplissent pas cette obligation de construction des HLM. Je suis désolé, mon gars. Et du coup, à cause de ça, la conséquence, c'est qu'il y a des personnes comme Bardella qui aimeraient expulser, on va dire, des mecs qui ont un casier judiciaire de leur HLM. Désolé, les gars, t'as un petit casier. Allez, dégage. Dégage. Vous voyez, on en est où, les mecs, en France? On en est à avoir ce débat, quand même, hein. On en est à avoir ce débat. Est-ce que t'es pour une notation sociale? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la notation sociale ou pas, hein, s'il te plaît, mon gars? Ça dépend où, Dofla. Moi, à Orléans, j'ai eu un HLM en 2 semaines. Ah ouais, 2 semaines. Tu deviens bizarre. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi, wesh? Comment ça, je deviens bizarre? Il y a des maires qui se servent de la zéro artificialisation des sols pour ne pas construire de logements tout court. Ah bah, il y a plein de... Après, les maires sont malins, les mecs. Hein. En fait, pour ne pas construire des HLM, ils vont essayer de trouver des ristournes, ils vont essayer de trouver des petites failles, ils vont essayer de trouver des petits trucs pour éviter justement ces constructions-là. Eh oui, les gars. Eh oui. Les HLM seront réservés d'une part aux familles françaises avec l'instauration de la priorité nationale et deuxièmement, si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas bénéficier d'un HLM. Le HLM est une aide sociale. Vous n'avez aucune raison de bénéficier des fruits de la solidarité nationale et de la collectivité quand vous êtes un délinquant ou un criminel. Quand vous dites famille française, c'est nationalité française. Bien sûr. De nationalité française. Je suis extrêmement clair, vous savez que nous souhaitons, dès notre arrivée... Entre 2020 et 2022, il y a sur les 1000 communes, 711 communes sur les 1000 qui étaient déjà hors des clous en n'ayant pas assez d'HLM n'ont pas atteint leur objectif de rattrapage. Cela signifie que près de 70% des villes placées sous surveillance ne respectent toujours pas les quotas de logements sociaux. Voilà. Bref, Dofla reste légitime de gauche. Les gars, vous pouvez faire des phrases un petit peu plus françaises, s'il vous plaît? Ou des phrases de beauf, comme ça je peux comprendre un peu plus facilement, s'il te plaît? Parce que je comprends toujours pas, en fait. Sur liste à une époque, donc toi t'étais sur liste, avec travail seul sans enfant, j'attends toujours LOL. Ah, les gars. Pour accéder à des HLM, c'est tellement compliqué. Ah là 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 là.
J'avais pas écouté jusqu'à la fin, désolé, c'est parce que des fois, t'es trop d'accord avec eux. Le souci, les gars, c'est que faut pas oublier une chose, les mecs, hein. Faut pas oublier une chose. Il y a beaucoup de choses qui différencient l'extrême droite de l'extrême gauche, mais sur le plan social, en fait, sur le plan social, il y a quelques petites choses où des fois, ils vont être d'accord, des fois, ils vont pas être d'accord. Donc, faut prendre... En fait, faut pas tout accepter, tout avaler de Bardella, mais il y a des petits trucs comme ça. Par exemple, sur la justice, moi, j'ai toujours été sur une justice qui est dure en France. Je m'en suis jamais caché. Voilà, je m'en suis jamais caché. Mais du coup, c'est un peu le programme de l'extrême droite. Et ce que je disais pendant les grandes vacances, c'est que la gauche a raté justement l'apport de solutions. Quand il y avait les émeutes, on n'avait pas du tout entendu la gauche. Et c'est à cause en partie des émeutes qu'il y a eu en France que Bardella a encore plus pris de l'avance, les mecs. Marine Le Pen, Bardella, etc., etc., quoi. C'est triste à dire, mais ils ont raté... même Dany Heraz, même pas mal de commentateurs politiques l'ont dit à plusieurs reprises que la gauche a raté justement l'escalier, a pas pris l'escalier pour proposer de vraies solutions sur les émeutes, etc. Enfin, c'est dommage, hein. C'est dommage. Évidemment, comme à chaque fois. Mais oui, le problème de la gauche, c'est que les sujets sécuritaires, ils sont nuls. Je suis désolé, ils sont nuls. Ils sont pas présents. La gauche n'est pas présente pour apporter de vraies solutions au niveau sécurité. C'est ça le problème. Et c'est ça qui me casse les couilles. Pouvoir organiser un référendum sur l'immigration pour instaurer dans la Constitution française tout le bouclier juridique, politique et administratif pour se protéger de l'immigration massive. Et je propose également, Marine Le Pen avec, l'instauration de la priorité nationale au logement, pour être extrêmement clair, les HLM seront donnés aux familles françaises, c'est-à-dire celles qui ont la carte d'identité française, évidemment, sans aucune autre distinction. Je vous rappelle qu'il y a 31% d'après l'INSEE des immigrés qui sont aujourd'hui en HLM, et on le sait, dans les logements sociaux, notamment dans les banlieues, sous le poids de décisions politiques d'une partie de la gauche, c'est instauré une véritable préférence étrangère. Jordan Bardella, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement national. Ok, sympa.